aujourd'hui radioparleur et reporter, et on va pouvoir diffuser ce débat qui a lieu à Paris, place de Stalingrad, dans un endroit qui s'appelle la Rotonde, devant 40 personnes. Merci beaucoup. Et donc, très rapidement, de gauche à droite, mais ça n'a rien à voir avec la politique, Maxime Combe de Attaque va intervenir, Pauline Boyer de Alternativa, et Lucille Marchand du réseau Action Climat, Lucille Dufour, Lucille Dufour, absolument, qui remplace Cécile Marchand quelque part. Non, c'est Pauline Boyer qui remplace Cécile Marchand, et c'est Lucille Dufour qui représente, comme prévu, le réseau Action Climat. Moi, je m'appelle Hervé Ken, je suis reporter, et je suis chargé d'animer ce débat tant bien que mal et de le lancer. Écoutez, on est ici à Alternativa, donc on sait à peu près de quoi il retourne. Ce n'est pas un débat de pédagogie, d'apprentissage, c'est un débat d'action, de militantisme, d'engagement, parce que c'est la démarche d'Alternativa qui existe depuis 3 ans, c'est de se dire, oui, il y a un changement climatique, c'est le phénomène essentiel de ce 21e siècle. On pourrait élargir après, c'est pas seulement le changement climatique, c'est la crise écologique globale. Le climat ne résume pas la crise écologique, mais enfin, c'est dans le changement climatique que les choses se font. Et le message, si j'ose dire, d'Alternativa, c'est de dire, mais on a les solutions pour éviter cette aggravation du changement climatique. Ces solutions, elles sont prêtes au quotidien, elles sont prêtes dans l'alimentation, elles sont prêtes dans l'énergie, elles sont prêtes dans les transports, elles sont prêtes dans les activités que chacun et chacune d'entre nous exerçons, dans la production aussi, et il reste à les mettre en œuvre, mais répondre au changement climatique, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui est possible. Donc ça, c'est le message, si j'ose dire, principal d'Alternativa. Un petit retour. Et donc, on est dans les villages, là, à Paris, mais il y a des villages d'Alternativa qui se produisent partout en France. Il y en a eu à Rennes, il y en a eu dans plein de villes, je n'ai pas la mémoire en tête. Et c'est par ailleurs montrer qu'on peut faire, mais aussi pousser les gens à l'action, c'est-à-dire, on ne va pas seulement attendre qu'on mange tous bio, qu'on fasse tous du vélo et qu'on regarde tous Reporter ou plein d'autres médias libres plutôt que TF1 le soir. Il y a aussi des questions de pouvoir, il y a des questions d'engagement. Une des études importantes qui est parue cette année, c'est que 90 entreprises auraient été responsables sur l'histoire du changement climatique depuis la révolution industrielle de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le climat, c'est effectivement une question qui concerne chacune et chacun d'entre nous, et particulièrement les membres des classes moyennes, on va dire pour faire simple et pour provoquer un peu les bobos, qui se retrouvent ici le long du canal de la Loire et des quais de Seine et de quais de Loire, mais c'est aussi un enjeu de pouvoir, c'est aussi un enjeu d'économie, d'oligarchie, de capitalisme, pour employer des mots affreux. Voilà. Et donc, dans quel contexte nous sommes? Nous sommes dans le contexte où d'un côté, certes, il y a eu les cyclones Harvey, Irma, Maria, pour parler des événements les plus récents, mais certains disent, mais pourquoi les appelle-t-on Harvey, Irma, Maria, pourquoi ne les appelle-t-on pas Exxon, Chevron, Total et General Electric, pour prendre quelqu'un au hasard? Ça, c'est une question. Il y a eu aussi, on en parle beaucoup moins, des inondations importantes au Niger, une sont tout à fait catastrophiques et exagérées, sortant des normes en Inde et dans la partie est de l'Inde et au Bangladesh. Bref, nous savons maintenant que les signaux du changement climatique qui est à l'œuvre sont très visibles. Et en fait, ce n'est pas des signaux, c'est une réalité. Et ce qui est très fascinant, c'est que quand il y a 30 ans, on commençait à parler du changement climatique, quand il y a 20 ans, on parlait du changement climatique, quand il y a 10 ans, on s'intéressait au changement climatique, on n'imaginait pas encore que les choses allaient aussi vite. Et ce qui se passe, et qui est quelque part dramatique, c'est que le changement climatique semble s'accélérer. Donc on est dans cette situation, et là le débat et la discussion que nous allons avoir avec Maxime, avec Pauline, avec Lucille et avec vous, c'est pas seulement le changement climatique, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est comment on peut agir. Je crois que c'est ça vraiment la question maintenant qu'il faut se poser et à laquelle nos amis vont répondre. Alors, dans un contexte politique, et évidemment il ne faut pas avoir peur, question politique, on est dans un contexte qui est en fait très négatif, très pessimiste, que j'appellerais le trumpo-macronisme. En fait, le capitalisme existe, il y a les deux branches de l'oligarchie qui hésitent, il y a la version très conservatrice de Trump. On
on n'en a rien à faire, on continue, America First comme toujours, le charbon, le gaz de schiste, allons-y, la croissance. Et puis la version macroniste que nous connaissons en France, on pourrait dire aussi la version MEDEF, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, mais là vous avez bien compris que je suis un animateur qui dit ce qu'il pense, c'est le MEDEF qui est en fait le pouvoir, c'est-à-dire le patronat, et c'est la version à la fois stratégie du choc, c'est-à-dire nous allons passer la doctrine néolibérale, nous allons régler tous les problèmes par la technologie. D'un côté, la doctrine néolibérale sur le plan économique, et de l'autre, la question technologique résoudra la question écologique pour autant qu'on la prenne en compte, que ce soit par la robotique, par l'intelligence artificielle, par le développement des nouvelles technologies numériques. C'est ça qui est en place et c'est face à ce dipôle de l'évolution du capitalisme que ceux qui sont conscients et qui veulent agir sont confrontés. Troisième point, heureusement, il n'y a pas... nous ne sommes pas face à une fatalité du changement climatique et certes, si nous sommes dans un rapport de force extrêmement difficile avec un capitalisme qui a décidé de radicaliser les choses, d'aller dans cette stratégie de choc qu'avait très bien décrite Naomi Klein il y a quelques années dans un livre fondateur, il y a heureusement des choses qui bougent, et plus que des choses qui bougent, des citoyens, des citoyennes, et disons ce mot de citoyennes et de citoyens, des hommes et des femmes qui se bagarrent, des jeunes, des vieux, on s'en fout. Et très récemment, par exemple, il y a eu le camp Alternativa qui s'est passé dans les Pyrénées orientales. Je ne sais pas si on doit dire Catalogne maintenant, on verra lundi. Et donc plein de jeunes, plein de moins jeunes aussi, d'ailleurs c'est pas une question d'âge tout ça, plein d'ardeur, et peut-être que Pauline nous en parlera, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les types d'actions à développer, et puis aussi, à ne pas oublier, ça ne se passe pas qu'en France, une très grande manif sur le charbon, contre le charbon plus exactement, qui a eu lieu en Allemagne, qui était une fois de plus un grand succès, et où pendant 1 ou 2 jours, la production de charbon, l'extraction de charbon dans une immense mine à ciel ouvert qui se trouve du côté de Cologne. Imaginez des centaines d'hectares creusés par des machines énormes qui sont plus grandes que le bâtiment dans lequel nous sommes, des villages détruits, tout ça pour faire du charbon, parce que même dans ce que vous me pardonnerez d'employer parfois le mot capitalisme, je sais que ça choque encore un certain nombre de gens, mais le capitalisme, même en Allemagne, continue à gérer le charbon, à utiliser le charbon. Donc voilà, il y a des bagarres qui se mènent, Alternativa, N2GLN2, beaucoup d'autres, on va en parler, ANV COP21. Voilà dans ce contexte dans lequel on est. D'un côté, un changement climatique qui s'aggrave, Harvey, Irma, Maria et plein d'autres signes. De l'autre côté, une situation politique très dure, avec une oligarchie qui bloque les choses et qui veut imposer un agenda qui n'est pas le nôtre. Et de l'autre côté, quand même, des citoyens, des citoyennes, des gens qui se bagarrent. Et notre problème, c'est comment est-ce que cette bagarre, on arrive à la convaincre, à l'étendre, à faire en sorte que les gens qui regardent la télévision le soir et les chaînes se disent non, moi aussi, il faut que je bouge, malgré les difficultés. Alors on va faire là, eh bien écoutez un petit peu dans Pauline de Réseau Action Climat, tu vas nous... J'ai vraiment du mal, excusez-moi, c'est Lucille Dufour. Je suis désolé Pauline, je suis désolé Lucille de confondre à nouveau, en fait c'était l'ordre que je confondais. Lucille Dufour, tu ou vous êtes du Réseau Action Climat, déjà en 10 minutes, comment se pose la question de la négociation, de l'évolution quand même de cette grande discussion internationale, parce que la question du climat, heureusement, c'est une question mondiale aussi. Lucille, pour 10 minutes. Merci. Je lance un petit stopwatch parce que je ne vais pas dépasser 10 minutes. Donc c'est un peu rigolo parce que hier soir j'étais dans une soirée parce que j'ai une vie, comme le dimanche je ne présente pas des conférences devant vous. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, je lui disais ce que je faisais et que j'allais bientôt aller à la COP 23 à Bonn. Et donc cette personne m'a dit, il y a encore des COP. Pourtant, il y a l'accord de Paris, je pensais que le climat était sauvé. Non, en fait, le climat n'est pas sauvé. Et il y a beaucoup de raisons qui montrent qu'il n'est pas sauvé, mais il y a aussi des raisons qui montrent qu'il avance. Et c'est pour ça que les choses avancent. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne me faisait cette remarque. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la dynamique actuelle, il y a des signaux extrêmement contradictoires en fait, qui se passent à l'échelle internationale sur les changements climatiques.
Quand on regarde un peu les dynamiques de l'économie réelle, quand on regarde par exemple l'évolution du déploiement des énergies renouvelables dans le monde, on est en train de dépasser des records tous les ans. Actuellement, le secteur des énergies renouvelables, c'est 9,8 millions d'emplois dans le monde entier, et c'est un secteur qui se déploie à une vitesse exponentielle. Aux États-Unis, c'est un secteur qui crée 12 fois plus d'emplois que tous les autres secteurs réunis. Donc on voit bien qu'on est sur une dynamique qui va crescendo, et que cette transition énergétique, qui est indispensable pour lutter contre les changements climatiques, elle est extrêmement rapide. Et en fait, quand on réfléchit bien, on est là sur une tension. C'est-à-dire que la transition, elle n'est jamais allée aussi vite, et on n'a jamais eu besoin qu'elle aille encore plus vite. Et c'est ça le problème aujourd'hui, en fait. Et quand on regarde finalement ce qui s'est passé il y a 2 ans à la COP21, oui, on a eu un accord qui nous fixait des objectifs extrêmement ambitieux, qui nous disait qu'il faut limiter le réchauffement global bien en deçà de 2 degrés et atteindre 1,5 degré dans le meilleur des mondes. Oui, on a eu cet engagement-là par l'ensemble des États. Oui, il y a des avancées, mais c'est pas assez rapide. Et surtout, ce que disait Hervé aussi en introduction, c'est que le monde, depuis 2 ans, il a énormément changé. Et notamment la phase géopolitique du monde. Et il se trouve qu'en ce moment, on a un gros problème, et ce gros problème, il nous vient des États-Unis, et il nous vient de Donald Trump. Il se trouve que l'accord de Paris, il s'était un petit peu construit aussi grâce aux États-Unis, avec une collaboration très forte entre les États-Unis, entre d'autres États comme la Chine et d'autres États émergents, et puis aussi l'Union européenne. Et il se trouve que les États-Unis, qui est cet énorme émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est le second au niveau mondial, hein, ça représente à peu près 15% des émissions de CO2, ce qui est énorme. Eh bien, à sa tête, il y a une personne qui est en train de détricoter tout l'héritage de la lutte contre le changement climatique au niveau des États-Unis. C'est-à-dire que ça fait 6 mois qu'on est en train de reprendre des projets climaticides extrêmement dangereux pour les populations et pour la planète. On peut penser aux éoléoducs Keystone XL, Dakota Access, qui est en train de saper tous les budgets environnementaux au niveau américain, et qui nous a annoncé au 1er juin dernier que les États-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris. Alors que l'accord de Paris, c'était l'accord cadre qui nous donnait les moyens d'avancer et de remplir le défi climatique. Et finalement, ce que ça nous montre, c'est que cet accord de Paris-là, c'est pas une baguette magique. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. L'accord de Paris, il nous donne pas de gendarme international qui va aller courir après un État qui va pas remplir ses engagements. Et en plus, on peut sortir de cet accord. Les États-Unis l'ont annoncé, ça aura lieu dans 3 ans parce qu'il y a des problèmes légaux à résoudre. Mais voilà, ça veut dire que l'action climatique, elle doit se situer à tous les niveaux d'abord, à l'échelle locale comme va le présenter Pauline sûrement tout à l'heure, à l'échelle nationale, et puis que surtout les États, il faut les rendre redevables et les pousser pour qu'ils soient plus ambitieux, parce que sinon on ne va pas y arriver. Et ce qui nous prouve qu'on ne va pas y arriver pour l'instant, c'est que si on prend toutes les contributions que les États ont déposées au moment de la COP21, donc leur engagement, leur promesse de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en réalité, ça nous amène à une trajectoire de 3 degrés de réchauffement d'ici à la fin du siècle. 3 degrés de réchauffement, c'est inacceptable. C'est inacceptable et c'est des conséquences et des impacts qui sont insupportables, notamment pour les pays les plus vulnérables et notamment pour les petits États insulaires. En fait, concrètement, ce qui est en jeu, hein, c'est la survie de populations entières. Donc on n'est pas sur la bonne trajectoire, et pourtant il va falloir la rectifier très vite. En réalité, on a à peu près 3-4 ans jusqu'à 2020 pour se remettre sur les rails. Si on ne fait pas ça, on court à la catastrophe et on aura des impacts de plus en plus forts et un emballement du régime climatique. Du coup, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, certes, c'était quelque chose d'extrêmement violent et une insulte d'abord pour les populations américaines, mais aussi pour les populations du monde entier. Mais c'était aussi, ça a été aussi l'occasion d'un sursaut en fait au niveau international. Et l'ensemble des pays, que ce soit les pays émergents, la Chine, l'Inde, ou les pays vulnérables qui ont tout intérêt à s'engager pour la question climatique, comme les pays africains notamment qui sont les plus touchés et qui ont le moins de moyens pour faire face, on dit, bah, nous en fait, les États-Unis sortent de l'accord de Paris très bien, mais nous on est prêts à relever le défi et on va maintenir nos engagements et on va maintenir nos promesses et on va appliquer l'accord de Paris. Et donc on a effectivement cette espèce de sursaut au niveau international
qui a eu lieu après l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Et on a aussi beaucoup d'acteurs non étatiques qui se sont dit, bah, attendez, au niveau américain, peut-être que notre gouvernement fédéral ne veut pas faire le travail, mais nous, on va continuer. Et il y a plus de 1200 acteurs de la société civile, des entreprises, des chercheurs, des universités, des villes qui ont dit, bah, nous, on va appliquer l'accord de Paris et on va mettre en place des politiques de transition énergétique et écologique sur les territoires pour avancer. Donc, vous voyez, à ce point-là, la discussion, on est un petit peu dans ce que je vous disais au début, cette tension de oui, il y a des choses qui se passent, non, ça va pas assez vite. Et en fait, la défense de l'accord de Paris, on a réussi à la faire après l'annonce du retrait des États-Unis. Tout le monde s'est dit, ok, on va continuer. Mais la défense, c'est pas suffisant. Défendre l'accord de Paris, c'est très bien. Maintenant, l'appliquer plus vite, ce serait encore mieux. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va encore dans les COP. Et c'est pour ça encore qu'au niveau international, il y a les pays qui se retrouvent à la table des négociations pour réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour, d'ici 2020, être capable d'arriver à la table des négociations et dire « Ok, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, il nous reste énormément à faire et il faut relever ce défi-là. » Et c'est pour ça qu'à Bonn, dans un petit peu moins d'un mois maintenant, les États vont se retrouver et ils vont préparer tous ensemble à la fois toute l'architecture de l'accord qui doit être encore, de l'accord de Paris qui doit encore être définie. Comment est-ce qu'on fait pour que cet accord il soit transparent, que les États soient redevables, qu'ils doivent répondre de leurs engagements, et comment est-ce qu'on fait pour être prêt en 2020 à être plus ambitieux et accéléré. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un enjeu de mise en cohérence des politiques au niveau national. Et cette mise en cohérence des politiques, elle commence d'abord en Union européenne et aussi en France. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a un chef d'État qui a une posture assez ambitieuse à l'échelle internationale, qui se montre un petit peu comme le sauveur du climat, le leader du climat. On a eu l'initiative Make Our Planet Great Again, qui était le contre-pied de Make America Great Again de Donald Trump. On a eu des discours extrêmement volontaires à la tribune des Nations Unies. On a eu aussi des lois qui sont passées au niveau international, et puis on a eu cette annonce de l'organisation en France d'un sommet sur les questions de financement climat en décembre. Donc on a un président qui se pose en sauveur du climat à l'échelle internationale, sauf que la vraie bataille, elle se joue aussi à l'échelle nationale. Et ça, c'est une vraie question. Parce qu'au niveau français, actuellement, on a énormément de chantiers qui sont en cours. Il y a un plan climat qui a été publié il y a quelques mois, avec des objectifs qui peuvent être très ambitieux. Par exemple, atteindre la neutralité carbone en France d'ici à 2050, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux. Il y a énormément de processus aussi qui ont été lancés. On est en train de faire des états généraux de l'agriculture pour réfléchir à notre modèle agricole. On fait des assises de la mobilité pour réfléchir à des alternatives pour nos transports en commun, pour nos mobilités. On est en train de... on est en train de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on va financer cette transition. Et donc, on attend des résultats sur ces questions-là au niveau national. Et on n'y est pas encore. Et je pense que Maxime aura le temps de plus rentrer dans le détail parce que je suis limitée au niveau du temps. Mais cette vraie question de la cohérence nationale, il va falloir qu'on la règle très vite et il va falloir qu'on aille plus vite et plus loin sur cette question de la transition au niveau français, parce que c'est aussi ça l'accord de Paris, c'est aussi aller plus loin dans nos politiques nationales. Et j'aimerais finir sur une question qui est aussi très importante, c'est celle de la solidarité Nord-Sud, parce que c'est très bien d'être exemplaire à la maison, mais il faut aussi mettre en place les transferts qui sont nécessaires, d'une part financiers, mais aussi en termes de capacité et en termes de technologie, entre les pays développés et les pays qui font face de plein fouet en fait, aux impacts du changement climatique et qui n'ont pas forcément les moyens d'y faire face. Et ça passe d'une part par le développement des énergies renouvelables et d'autre part par des politiques d'adaptation au changement climatique, par exemple changer de modèle agricole pour adopter des semences qui vont être plus productives et donc qui vont permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire face aux impacts. Il se trouve que sur cette question de la solidarité, on est encore très très loin aussi. Les pays ont promis de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement d'ici à 2020. On n'y est pas du tout. Il manque encore à peu près 45 milliards et encore c'est pour être gentil. Donc ça, c'est des progrès qu'il va falloir faire dans les années à venir pour relever le défi climatique.
Et c'est quelque chose qu'il va falloir aussi qu'on amplifie au niveau français. J'ai pas le temps de vous en parler parce que j'ai plus qu'une minute, mais ça fait 4 mois qu'on est dans une véritable saga au niveau français sur les financements climatiques à travers la taxe sur les transactions financières, qui est une taxe qui permet à la fois de lutter contre la spéculation et de transférer des ressources aux pays en développement. Et bien il se trouve que l'administration Macron joue au yo-yo avec cette taxe, est en train de sacrifier cette taxe sur l'autel de la compétitivité économique et financière. Et il nous dit un coup, oui, on ne veut pas de la taxe au niveau européen parce que ça joue contre la compétitivité. Quelques mois après, on dit finalement on la veut bien, mais en même temps on la veut au rabais. Et c'est exactement la même chose en France. On nous dit cette taxe elle existe, mais il faut quand même pas aller trop loin parce que sinon ça va limiter notre compétitivité. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, et je vais m'arrêter là-dessus, qui est qu'au niveau international, oui, on continue dans les instances de négociation parce qu'il faut aller plus loin et on met la pression sur les États pour aller plus loin et à prendre des engagements beaucoup plus ambitieux, et c'est nécessaire. Mais l'agriculture, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait au niveau national et qu'est-ce qu'on fait pour mettre en cohérence une trajectoire politique compatible avec les engagements qu'on a pris au niveau international. Donc il y a ce vrai enjeu de cohérence entre discours et actes qu'il va falloir clarifier dans les prochains mois, et c'est comme ça aussi qu'on va relever le défi climatique. Je m'arrête maintenant. Merci beaucoup Lucille Dufour, c'était très clair et très riche d'informations. On est toujours avec Alternativa, reporter, radio-parleur, on est en ligne. Merci Martin Baudrero, et qui me signale que ça marche bien. Charles Dano, pour reporter aussi, vérifie que ça marche bien sur le site. Alors, Maxime Combe, on vient d'écouter Lucille Dufour du réseau Action Climat qui a très bien expliqué les choses. Est-ce que, à ton avis, on peut combattre le climat quand on veut casser le code du travail et quand on allège les impôts sur les riches? Puisque Lucille Dufour nous disait qu'il faudrait quand même mettre en accord, en cohérence, les grands discours et la réalité de la politique. Non, on ne peut pas. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Peut-être bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation, félicitations au copain d'Alternativa pour l'initiative, dans laquelle je me sens toujours un peu chez moi, et je suis très heureux chaque fois d'y venir. Quelques éléments de caractérisation de la situation dans laquelle on est. En aparté avant, ce 1er octobre, ce qui se passe en Catalogne, quoi qu'on pense de la question qui est posée, est absolument clé pour l'avenir de nos pays en Europe. Je dis ça, je referme la parenthèse, mais je pense que c'est absolument clé quand on regarde un peu la façon dont ça va avoir des conséquences sur toute la construction européenne à l'avenir. Caractérisation de la situation, je pense qu'on fait face à un triple hiatus, un triple décalage, une triple contradiction entre des éléments relativement clés. Le premier, c'est, et maintenant c'est clair, c'est que le réchauffement climatique se conjugue au présent. Et je ne vais pas rappeler ce qui a été énoncé, tant en termes du côté de ses conséquences que l'aggravation du réchauffement climatique tel qu'il est mesuré. 2016 a été l'année de tous les records, 2017 un petit peu moins, mais on reste dans les mêmes eaux. Le réchauffement climatique se conjugue au présent. Par contre, les politiques climatiques, à ce stade, se conjuguent au futur, y compris l'accord de Paris. L'accord de Paris a été signé et ratifié, il n'entrera en vigueur qu'en 2020, et il n'aura des implications réelles sur les politiques climatiques nationales, s'il doit en avoir, que dans le futur. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est présent dans l'accord ne nous est pas utile, je vais y revenir. Mais ça, c'est le premier hiatus important. On est là sur un décalage clair entre la réalité du réchauffement climatique telle que nous la vivons, et nous, telle que les populations les plus en difficulté la vivent, et la réalité des politiques climatiques qui ne sont pas aujourd'hui celles qui devraient être. Deuxième hiatus, c'était évoqué par Lucille, c'est qu'en gros on a des objectifs assignés par la communauté internationale relativement ambitieux. L'article 2 de l'accord de Paris qui fixe un objectif de 2 degrés ou d'1,5 degré dans le meilleur des cas, on les partage. La réalité, c'est que nous avons des politiques climatiques programmées pour les 15 prochaines années, jusqu'en 2030, pour une partie des pays, jusqu'à 2025 pour certains d'entre eux, nous conduisent sur un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, 3,5 degrés, en fait on ne sait pas vraiment, et en plus on comptabilise des choux et des carottes, voire des navets, des torchons et des serviettes, et que réellement faire cette addition est extrêmement compliqué. Et on est sur 3,5 degrés à supposer
que les pays, à partir de 2025 ou 2030, mènent des politiques climatiques extrêmement drastiques qui réduisent de manière extrêmement forte les émissions de gaz à effet de serre. Donc du coup, les tendances actuelles conduisent plutôt à un réchauffement climatique bien supérieur à ça. Et ce décalage entre le 2 degrés et le 3 degrés et demi, ou le 4 degrés, bah, c'est le décalage entre ce que nous avons sur la table et le réel. Et ceci est extrêmement problématique du simple fait que les États n'aient pas aujourd'hui reconnu que ce décalage était réellement le sujet numéro 1 qu'ils avaient à régler. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement une nouvelle COP, mais c'était déjà le cas à Paris, ce décalage existait entre ce que nous avions sur le papier et ce que nous avions dans la réalité. Et ça n'a pas conduit les États à se dire, bon, ben, comment on fait pour revenir de 4 degrés à 2 degrés. Troisième hiatus, et on vient de l'observer concrètement en France avec une décision du gouvernement Macron, c'est ce que certains auteurs ont appelé un schisme de réalité entre d'un côté la gouvernance du climat, l'ensemble de ces espaces où on prétend mener des politiques de lutte contre les dérèglements climatiques, les négociations au sein de l'ONU, les politiques climatiques nationales, et la réalité de la globalisation économique et financière qui conduit à une exploitation toujours plus importante d'énergie fossile, mais également une aggravation de l'industrialisation et de l'intensification de l'agriculture ou de l'exploitation des forêts. Ce schisme de réalité entre ces deux réalités, entre ces deux éléments, n'est pas pris en charge par la communauté internationale. C'est-à-dire que nous avons bataillé pendant la COP21, pendant l'accord de Paris, sur par exemple la nécessité d'inclure dans l'accord les émissions de gaz à effet de serre liées au commerce international, liées au transport maritime et à l'aviation civile. Ces émissions-là n'ont pas été intégrées dans l'accord. Grosso modo, quand on parle de négociations climatiques internationales au sein des COP, au sein de l'ONU, toute proposition qui viendrait à restreindre de près ou de loin les règles qui organisent le commerce international sont écartées. On ne peut pas, dans le cadre général de négociations sur le réchauffement climatique aujourd'hui, et c'est fixé par l'article 3.5 de la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique, donc le texte fondateur de ces négociations, interdit aux États qui négocient sur le réchauffement climatique de prendre des mesures qui soient en désaccord avec les règles du commerce international qui sont fixées par l'Organisation mondiale du commerce ou par les accords bilatéraux. Et, à revers, il n'est pas possible aujourd'hui, ou en tout cas ni l'OMC, ni les États, quand ils négocient des accords bilatéraux sur le commerce et l'investissement, n'incluent des règles qui soient à la hauteur des enjeux du point de vue climatique. Et on l'a vu avec, je ne vais pas faire très long, je pourrais faire des heures là-dessus, je pourrais raconter plein d'exemples, parler des textes et des articles. C'est mon grand dada du moment. Quand vous prenez la décision du gouvernement Macron, d'Emmanuel Macron et de son gouvernement d'accepter la mise en application provisoire du CETA, c'est cool. J'ai fait une conférence un jour dans une étable, c'était pire que ça, je vous rassure. Mais c'est assez perturbant. La mise en application provisoire du CETA, alors que le gouvernement et Emmanuel Macron avaient nommé une commission d'experts visant à évaluer cet accord, notamment du point de vue climatique, et que cette commission d'experts, experts relativement mainstream, c'est-à-dire c'est pas nous qui l'avons écrit, disent il n'y a rien sur le climat dans cet accord et finalement cet accord n'est pas compatible avec les objectifs climatiques, que fait le gouvernement et Emmanuel Macron qui ont nommé cette commission pour avoir ce rapport-là? Nous ne pouvons rien faire, nous allons laisser le CETA entrer en application provisoire. Le message qui est envoyé à la communauté internationale, le message qui est envoyé à l'opinion publique, c'est de dire, bon, on a bien vu, là on a un accord international qui a été négocié entre deux entités économiques, l'Union européenne et le Canada, il est incompatible avec l'accord de Paris, il ne respecte pas les objectifs de lutte contre les dérèglements climatiques, mais vraiment on ne peut rien faire. C'est trop tard. L'accord n'est pas en vigueur. Vous imaginez du coup le message que ça envoie pour l'Organisation mondiale du commerce dont les règles sont en vigueur depuis 1994? C'est ne vous inquiétez pas, ces règles-là, elles sont gravées à jamais dans le marbre du droit international et de fait le droit commercial international va continuer à primer sur le droit de l'environnement, sur le droit climatique, sur la possibilité de mettre en œuvre des politiques climatiques internationales qui soient à la hauteur des enjeux. Et c'est ce message-là qui a été envoyé, et c'est un message extrêmement problématique, non pas simplement du point de vue climatique, mais du point de vue même de la démocratie, et du point de vue même de l'intérêt général et de ce que sur quoi nous bataillons, nous sommes impliqués. Grosso modo, on est en train de dire, à travers cette mise en application du CETA, la démocratie c'est bien, c'est formidable, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut, mais quand même, il y a une petite chose qu'il ne faut pas toucher, c'est les règles qui organisent
le cœur même de cette machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale. Ceci est non négociable. Ceci n'est pas l'objet de la démocratie. Ceci n'est pas l'objet de la délibération collective. Ceci n'est pas l'objet du pouvoir des citoyens, des pouvoirs de délibération et de régulation des collectivités, quelles qu'elles soient, des gouvernements, des collectivités internationales. Et ce schisme de réalité qui existe entre le droit commercial international et qui est, lui, extrêmement contraignant, sanctionnable, qui va sanctionner les États, qui va sanctionner les collectivités territoriales. Et on a des exemples à l'appel de décisions qui ont été contraires à la lutte contre le dérèglement climatique. Il faut savoir que la politique de développement des énergies renouvelables de l'Ontario a été sanctionnée parce qu'elle n'était pas conforme aux règles du commerce international. De l'autre côté, vous avez un droit du climat, un accord de Paris, aussi intéressant soit-il par des aspects, qui n'est pas contraignant, sur lequel on ne peut sanctionner personne, sur lequel vous n'avez gagné aucun droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit demain, au nom de l'accord de Paris, d'aller devant une instance internationale pour faire condamner Donald Trump. Alors que c'est ça qui serait aujourd'hui à l'ordre du jour. La question, c'est pas de combattre Donald Trump, c'est qu'à un moment donné, il soit sanctionnable, qu'à un moment donné, on puisse sanctionner les États-Unis. Pas les États-Unis en tant que 400 millions de citoyens américains, les États-Unis en tant que pays gouverné par Donald Trump, ou les multinationales qui en sont membres et qui mènent des politiques qui sont antinomiques avec la lutte contre les dérèglements climatiques. Ces schismes, ces trois hiatus-là que je viens d'énoncer et qui se recoupent par bien des aspects, sont aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde-là, il faut effectivement en sortir si on souhaite, à un moment donné, avoir des politiques climatiques qui soient à la hauteur des enjeux. Et de ce point de vue-là, dans le post-COP21, puisque c'est la question qui est posée à travers le titre de cette rencontre-là, où en est-on et qu'est-ce qu'il y a également comme bonne nouvelle? Et de ce point de vue-là, l'accord de Paris est un outil sur lequel nous pouvons nous appuyer. Pas parce qu'il est à la hauteur des enjeux, mais parce qu'il permet de délimiter ce qui est normal de ce qui est anormal. Et aujourd'hui, l'essentiel des politiques climatiques ou des politiques économiques sont du côté de la normalité. Ce sont des politiques climatiques qui ne sont pas conditionnées à la lutte contre les dérèglements climatiques. On le voit avec le CETA, on le voit avec la politique fiscale, budgétaire du gouvernement français, et on le voit à travers bien des aspects. On a là une anormalité des politiques publiques telles qu'elles sont menées. Et c'est très important pour nous de l'utiliser, parce que ça permet de définir le camp de ceux qui vont dans le bon sens, de ceux qui ne vont pas dans le bon sens. Donc de déterminer les ennemis ou les adversaires, ou ce qui est anormal au sens pathologique du terme, au sens durkheimien du terme, si vous me permettez, qui permet de pointer là où le bas blesse. Et là où le bas blesse, c'est grosso modo l'ensemble des politiques économiques, fiscales, d'investissement, financières qui sont mises en œuvre. Le troisième point, c'est dans le post-COP21 et dans la post-élection de Donald Trump, un élément de caractérisation qu'il faut que vous ayez également. Dès le lendemain de l'élection de Donald Trump, les architectes de l'accord de Paris sont venus dans le débat public, aussi bien pour ceux qui étaient à Marrakech lors de la COP22 que ceux qui étaient encore à Paris, notamment Ségolène Royal, sont venus dans les médias pour dire « Ne vous inquiétez pas », je vais conclure, « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, les États-Unis, ça va mettre longtemps avant qu'ils sortent réellement de l'accord de Paris, mais de toute façon, tout est sur les rails, parce que le business va prendre le relais. Le business va prendre le relais des politiques nationales. Et c'est ce qui a été énoncé. Et ceci est pire, de mon point de vue, que le mal de Donald Trump. Donald Trump, il a notamment été élu parce que les pouvoirs publics aux États-Unis ont dit on ne peut rien faire contre la mondialisation économique, on ne peut plus rien réguler, on ne peut plus intervenir. Et que viennent dire les gens qui ont construit l'accord de Paris? C'est Donald Trump montre que finalement ce qui doit avoir le lead, ce qui doit mener les politiques climatiques, c'est pas nécessairement l'espace politique, c'est pas nécessairement la délibération collective, c'est pas nécessairement les États ou les institutions internationales, le business va tout régler. Si ceci n'est pas battu en brèche par notre travail, notre exigence, nos alternatives, nos résistances, pour dire que non, le business, d'une certaine mesure, peut être partie prenante d'un objectif de transition écologique, mais il doit être extrêmement encadré, régulé, normé et orienté dans le sens d'une transition énergétique et écologique qui soit à la hauteur des enjeux. Si nous ne sommes pas en mesure de dire cela, alors nous échouerons nécessairement. Parce que ce qui primera dans le business, c'est le maintien du schisme de réalité que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire avec une volonté et
une acceptation de modifier à la marge un certain nombre d'exigences de politique économique qui sont prises, mais ne jamais toucher aux règles qui organisent le cœur de la machine à réchauffer la planète, qui est notre économie mondiale. Et c'est ça notre axe stratégique à venir, sur lequel nous devons travailler toutes et tous ensemble, sur la nécessité de dire que des alternatives concrètes que nous mettons en œuvre et que nous mettons en lumière à travers les opérations Alternativa, nous sommes en mesure de construire un continuum de positions, d'articulation et d'engagement militant qui nous fasse dire que de l'AMAP à la mobilisation contre le CETA, nous sommes tous engagés dans cette perspective-là de transformer de manière extrêmement profonde le système économique tel qu'il existe, pas simplement l'éroder à la marge, mais de faire bifurquer de manière extrêmement forte. Merci Maxime Combe sur ce débat d'Alternativa, reporter et radioparleur en ligne. Pauline Boyer de Alternativa, ONV COP21, je ne sais plus très bien. Là, on a entendu Lucille Dufour et Maxime Combe. Qu'est-ce qu'on fait? La discussion COP 21, 22, 23, on ne sait plus trop. De toute façon, ça démarre en 2020 et c'est quand même pas gagné. Et par ailleurs, comme vient d'expliquer Maxime Combe, le business est présenté comme la nouvelle solution. Alors nous, les gens d'en bas, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Justement, il y a beaucoup de choses à faire. En gros, Alternativa a été fondée suite aux différents échecs des COP avant la COP 21. Et l'objectif, c'était vraiment de partir du constat les dirigeants n'ont pas pris les mesures qu'il fallait face au dérèglement climatique. L'accord de la COP 21, comme l'a dit Lucille, n'a pas sauvé le climat et ne le sauvera pour l'instant pas. Mais chaque jour qui passe nous rapproche des seuils critiques qui nous mènent vers le chaos climatique. Mais nous, en tant que citoyens et citoyennes, on peut faire quelque chose parce que les alternatives au mode de consommation actuel et qui nous font vivre dans un monde qui n'est pour l'instant pas soutenable existent. Il y en a des milliers partout, mais elles ne sont pas connues. Elles ne sont pas connues du grand public. Donc Alternativa, à travers ces villages, aborde justement la question de l'urgence climatique, qui est compliquée à aborder parce que c'est quand même un message assez noir qu'on dresse, enfin qu'on fait passer. Et l'aborde sous l'angle des solutions. En fait, concrètement, tous les jours dans notre vie quotidienne, on peut mettre en place des choses pour vivre un environnement d'impact sur le climat. Donc Alternativa fait ça à travers ces villages, par l'organisation d'événements concrets où les gens peuvent goûter, toucher, expérimenter ces alternatives. Après, pour construire un monde soutenable et le monde dans lequel il faudrait vivre déjà dès maintenant pour enrayer le dérèglement climatique, il faut que ces alternatives deviennent la norme. Et pour que ces alternatives deviennent la norme, il faut qu'elles soient utilisées par le plus de monde possible. Et donc on a lancé cette année un projet qui s'appelle le Grand Défi des alternatives pour faire passer certaines alternatives qui ont les épaules pour à l'échelle supérieure. Donc si vous allez concrètement sur le site internet le Grand Défi des alternatives, vous pouvez relever des défis à votre échelle. En économie, en finance, en alimentation et par exemple en énergie, vous pouvez à la place de continuer votre contrat avec EDF, souscrire un contrat à Enercop qui est une coopérative de distribution d'énergie renouvelable. Et donc en faisant ça, vous donnez votre argent pour le développement des énergies renouvelables et donc cette plateforme qui est un peu basée sur le principe du changement par la foule permet de voir qu'un petit acte n'est pas une goutte d'eau dans l'océan, parce que si plein de personnes commencent à faire ça, on va pouvoir vraiment commencer à faire changer les choses. Donc, en restant sur l'exemple d'Enercop, il y a eu une bataille contre le nucléaire en France depuis des années. Concrètement, si 2 millions de personnes passent à Enercop, là on commence à faire changer le paysage. Donc ça c'est une possibilité de voir la force que nous avons tous ensemble et de changer nos actes individuels en actes collectifs, pour changer vraiment le système.
Donc, le mouvement Alternativa est basé sur ces propositions-là. Et après la COP21, on a fusionné avec Action non violente COP21, qui est donc un collectif citoyen qui organise des actions de désobéissance civile pour résister contre les projets climaticides et ne plus coopérer, montrer qu'il ne faut plus coopérer avec le système. Donc après la COP21, il y a eu une réunion des pétroliers qui s'est tenue à Pau. Donc c'était 3 mois après la signature de l'accord. Et c'est typiquement une situation qui n'est pas normale. Comme en parlait Maxime, il y a des choses qui ne peuvent plus avoir lieu. On ne peut plus avoir un sommet de pétroliers qui se rencontrent pour parler de comment on va aller explorer les hydrocarbures en eau profonde et ultra profonde et se demander c'est quoi nos méthodes pour optimiser ça, sans parler de l'accord pour le climat qui vient d'être signé et de penser à la reconversion de tous les emplois qui sont qui ne sont pas du tout pérennes. Et en gros, si on veut respecter l'accord de Paris et viser les 1,5 degrés, il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, enfin 80% des ressources connues en énergie fossile dans le sol. Donc ça, c'est typiquement une action qu'on a menée avec à peu près 500 activistes, donc des gens qui ont physiquement bloqué l'arrivée de conférenciers pour traduire cette situation d'anormalité. Et c'était donc une des plus grosses actions de désobéissance civile qui a été organisée en France. Il y a plus de 1000 personnes qui ont participé à toutes les actions parce qu'il y avait aussi il y avait à la fois des actions confrontatives mais aussi des actions un peu plus grand public où les gens sont venus avec leur famille parce qu'ils ont été touchés par cet objectif. ANP21, c'est aussi la campagne des faucheurs de chaises qui a été menée avec Attac, les Amis de la Terre, ABC, qui, en fait, les faucheurs de chaises, ce sont des citoyens qui se sont rendus donc, dans des banques championnes de l'évasion fiscale, BNP, Société Générale, Crédit Agricole en outre, pour dénoncer leur rôle dans l'évasion fiscale et montrer que si on veut trouver de l'argent pour financer la transition écologique et sociale, eh ben, il y en a. Donc, les citoyens et les citoyennes qui n'avaient jamais fait de désobéissance civile sont rentrés dans les banques, ont pris symboliquement ces chaises. On a eu plusieurs campagnes et plusieurs milliers de personnes sont passées à cet acte de résistance en prenant des risques juridiques, puisque aller prendre des chaises dans des banques, nous, on dit que c'est très légitime de faire ça parce que c'est une action profondément symbolique, mais effectivement, c'est considéré par la loi comme illégal. Donc, ça aboutit à un procès d'un faucheur de chaises de John Palais en janvier de cette année à Dax, et l'action pour laquelle il était jugé a tellement suscité la sympathie et que, en gros, 2000 personnes se sont rendues ce jour-là à Dax pour le soutenir. Tous les médias nationaux sont venus et on a réussi à sortir des cercles, parce que c'est ça aussi l'objectif de ces actions, c'est d'avoir des actions qui parlent tellement aux gens qu'ils se disent mais oui, en fait, j'avais pas d'avis avant sur la question, mais maintenant je me range de ce côté parce que je trouve ça tellement juste de le faire que j'ai envie aussi de rejoindre ce mouvement. Et c'est ça l'objectif des actions non violentes, c'est de faire changer les rapports de conscience, de faire changer la vision du monde des gens. Et donc pour faire toutes ces actions et construire le mouvement et organiser ces événements, on a organisé donc 2 camps climat qui sont des camps où on forme les gens à nos techniques, à la stratégie de lutte non violente, à la communication, à la logistique, à la vidéo, aux photos, etc. Et cette année, comme l'a dit Hervé, on s'est retrouvés à Maury, dans les Pyrénées-Orientales. Donc l'année d'avant, on avait déjà eu un camp climat, j'avais déjà fait un camp climat avec à peu près 300 personnes. Cette année, en 10 jours, on a atteint le quota de 600 personnes. Donc 10 jours, c'est rien du tout. On n'a presque pas fait de communication dessus, donc ça montre que les gens sont intéressés. Et c'était surtout pas que des militants
militants et que des gens qui venaient de nos milieux. Ce sont des gens qui ont vu des vidéos de Vincent Verza, qui ont vu le film Irine Sina et qui avaient envie de savoir comment s'engager et passer concrètement à l'action. Et donc, tous ces ingrédients-là, donc à la fois la formation, le changement d'échelle des alternatives, le changement d'échelle du mouvement, c'est l'objectif qu'on a donc maintenant en 2018 avec le Tour Alternativa. En 2015, on avait déjà fait un tour à vélo en France. On avait touché plus de 60 000 personnes. L'équipe d'animation d'Alternativa était passée de 5 personnes à 60 personnes. Et en allant à la rencontre des gens sur leur territoire, on impulse des dynamiques au niveau local, puisqu'on utilise en fait le projet du Tour comme outil pour aller voir les associations, les gens qui sont intéressés par ça, pour en gros construire quelque chose jusqu'à l'arrivée du Tour, qui n'est qu'un prétexte pour lier tous les territoires entre eux. Et donc à chaque étape, on organise une conférence sur le dérèglement climatique pour expliquer c'est quoi l'urgence climatique. Il y a des alternatives locales qui sont montrées et cette année donc le tour qui est organisé par Alternativa, MBCO21 et les Amis de la Terre va aussi mettre l'accent sur les formations pour donner des outils aux groupes qui le souhaitent comment on organise une action non violente, comment est-ce qu'on recrute des gens pour les actions ou comment est-ce qu'on forme un groupe local, etc. Et l'objectif de tout ça et de toute cette dynamique qui ramène énormément de personnes qui ne sont pas militantes à la base, c'est de former un mouvement de masse non violent, radical, parce qu'il faut changer radicalement notre mode de vie, et donc on a besoin d'actions radicales qui soient populaires, parce que le dérèglement climatique, on en sera tous victimes, si on ne l'est pas déjà, et déterminé. Donc c'est un peu un mouvement à la Gandhi pour le climat. Merci Pauline. Merci à Lucille, Maxime et Pauline de leurs exposés. Peut-être il y a des remarques, des questions. Il y en a une tout de suite dans ce débat Alternativa, reporter et radioparleur. Il faudrait juste qu'il y ait un micro pour Victor. Ah, t'es là. C'est pas Victor, pardon. Est-ce que monsieur a une question Bonjour, Roger Nimot, je fais partie des jeûneurs vigilants de Taverny. Je jeûne tous les ans 4 jours à l'eau entre le 6 et le 9 août depuis 2002, donc depuis 15 ans, contre les armements thermonucléaires français que François Hollande avait qualifiés de 300 facteurs de paix. Je voulais déjà dire que l'action de Gandhi n'a jamais été radicale. Elle a été cohérente, effectivement non violente. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent se substituer des pacifistes, donc des gens qui ont beaucoup d'estime pour toutes les organisations internationales, et on rentre là dans le cadre des conférences intergouvernementales pour le climat de l'ONU, qui sont des pacifistes, qui ne sont pas des non-violents. La non-violence n'a rien à voir avec le pacifisme. Le pacifisme, lui, il va avoir des accords entre des gouvernements et il veut faire croire que les accords entre les gouvernements vont pouvoir conduire à une amélioration de la situation ou à la paix. Et pour ces gens-là, la paix, c'est l'intervalle entre deux guerres. Ce n'est pas du tout un état d'équilibre et un état d'harmonie. Et donc Gandhi avait cette cohérence de bien comprendre que la paix n'est pas l'espace entre deux guerres, mais que c'est un état d'harmonie. Et aujourd'hui, des gens prêchent la paix, prêchent une transition sans fermer aucun réacteur nucléaire, énergétique. Et qu'est-ce qu'ils font? En 2015, ils étaient ministres de l'économie et ils ont démarré un projet en Guyane qui s'appelle le projet Montagne d'Or. La Guyane, qui est quand même une colonie française, qui ne reconnaît pas la résolution 162 de l'Organisation internationale du travail, donc il n'y a pas d'autochtones en Guyane. Ça n'existe pas, il n'y a que des Français. Et donc, on va creuser un trou de 2,5 km de long, de 400 mètres de profondeur, de 500 mètres de large, qui va générer 24 millions de tonnes de boue cyanurée frontalier à une réserve de biodiversité. Et ça, c'est le gouvernement, non pas de Macron, mais le gouvernement du MEDEF, le gouvernement de M. Bolloré, le gouvernement de M. Pinault, le gouvernement de M. Dassault, parce que
au-delà du jeûne. Depuis 2 ans, tous les jeudis, on essaye de sortir du couloir de la mort, 4 jeunes en Arabie Saoudite. Et le 11 juillet dernier, vous savez ce qui s'est passé? Le 11 juillet dernier, le groupe Total a signé un accord de partenariat industriel et commercial avec le Qatar. Sur 25 ans, cet accord, pour exploiter les plus grands gisements de pétrole. Et le 11 juillet, il y a eu Amjad qui a été décapité. Et ensuite, son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. Le 11 juillet 2017, avec la complicité de l'ensemble de la classe politique française. Dans les médias, on n'a parlé que du panier à 5 € de Jean-Luc Mélenchon ou de problèmes de cravate à l'Assemblée nationale. Alors, et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut s'inscrire en faux contre tous les mouvements qui tentent d'instrumentaliser la variation du climat qui a toujours existé, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la plus grande extinction d'espèces entre le Permien et le Trias, aujourd'hui on sait que scientifiquement elle n'est pas due à un réchauffement, mais elle est liée au contraire à une baisse brutale de la température liée au phénomène de trappe, des phénomènes volcaniques. Alors, attends, je reprends la main, on est là, merci de cette information et commentaire. Tout ça pour ça. L'extinction, il y a 65 millions d'années, ça s'est produit sur une échelle de temps qui est tout à fait différente de celle que nous vivons en ce moment, donc ne confondons pas tout. Je rappelle que la question qu'on se pose la question qu'on se pose aujourd'hui dans ce débat, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport en termes d'action sur le changement climatique. Donc on a bien entendu les informations qui ont été données, et une autre question ou commentaire qui est courte et pertinente par rapport au sujet. Monsieur, attends, Hervé, monsieur conclut en disant que... Attends, Maxime, tu permets? Madame, prends la parole, tu répondras après. Une parole climato-sceptique. Non, je voulais... Je ferai après. Hein. Bon, alors Maxime, rapidement... Je suis désolé, monsieur, vous finissez votre intervention avec une parole climato-sceptique. Aujourd'hui, l'ensemble des études scientifiques montrent que le réchauffement climatique existe, qu'il est d'origine anthropique. Et nous avons aujourd'hui... Mais j'ai pas dit ça du tout, j'ai parlé d'extinction Permien-Trias. Non, je veux pas rentrer dans ce débat, Maxime. Vous êtes en train de m'associer des... Non, c'est ce que j'ai compris. Eh ben, Maxime, s'il te Vous avez plaît. mal compris. Madame va prendre la parole, on a bien, et moi je redis ce que j'ai dit, cette extinction d'espèces a eu il y a 65 millions d'années sur une échelle de temps totalement différente de celle que nous vivons, et le problème du changement climatique qui se produit en ce moment et qui est bien attesté par des études scientifiques, c'est qu'il se déroule sur 300 ans, ce qui est incomparable avec l'évolution des échelles géologiques. Bonjour. Moi, je voudrais annoncer un événement qui a lieu le 14 octobre, qui est tout à fait lié au débat qui nous préoccupe ici, sur la question de maintenir les énergies fossiles dans le sol, Alto-Mines, la montagne d'or, etc., en lien avec les efforts et la détermination des peuples autochtones à l'échelle mondiale. Et ici, particulièrement, c'est une journée de solidarité qui a lieu le 14 octobre, salle Jean d'Âme, je pourrais être diffusée, avec la participation d'un certain nombre d'acteurs de cette résistance très forte, dont Taraouska, qui est la coordinatrice de la campagne de désinvestissement des oléoducs, la campagne de désinvestissement des banques, notamment 4 majeures françaises, BNP, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Natixis. Donc je vous invite le 14 octobre à venir écouter les paroles et les actions qui sont menées par un certain nombre d'acteurs, et on aura aussi la chance et le plaisir d'accueillir 2 membres de la JAG, Jeunesse Autochtone de Guyane, très leaders depuis les événements ainsi appelés de Guyane, notamment qui viendront parler de la Convention 169 de l'OIT, des revendications autochtones qui sont complètement liées à nos efforts sur cette justice climatique, puisque vous l'avez signalé, ils font partie des peuples les plus vulnérables, etc. Je me mettrai à la fin pour... Il n'y a pas de souci, mais est-ce que par exemple vous avez une question à poser par rapport au débat? Sinon, on a bien noté et donc on annoncera sur Reporter et ailleurs cette soirée du 14 octobre. Alors une question, sinon monsieur derrière. Bonjour. Ici on commence un peu à s'organiser, à lutter à l'échelle citoyenne contre le réchauffement climatique, mais l'État commence aussi à s'organiser contre nous avec le passage de l'état d'urgence dans le droit commun. Comment on fait face à ça? Parce qu'on sait déjà que des militants ont été empêchés de venir manifester, des choses comme ça.
voilà, ça va compliquer, donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Encore une question et après on fera un retour à la table. Je ne vois pas, mais je vois une main qui se lève. Faites passer le micro s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi j'en ai deux en fait. Je suis autochtone de la Martinique. Donc comme tout le monde le sait, la Caraïbe connaît cette année une saison cyclonique qui est malheureusement loin d'être unique et absolument horrible. Deux ouragans catégorie 5 et deux catégorie 4, 2 ou 3, je perds le fil, je vous avoue, sur le seul mois de septembre. Il se trouve que je suis aussi autochtone d'Amérique latine et au Mexique, il y en a eu 3 sur le mois de septembre uniquement. C'est absolument du jamais vu. Ma question s'adresse principalement à Lucille Dufour. J'ai peut-être mal compris votre propos, mais j'ai l'impression que vous disiez, bon, il y a plein de choses qui se font, les énergies renouvelables qui se développent, etc. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce genre de projet aux Antilles, où nous sommes très très loin. Il faut quand même savoir que, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe, les centrales de production électrique fonctionnent au fioul. Et les deux sont flambant neuves. Elles viennent d'être reconstruites sur chacune des deux îles. Donc, voilà, les volontés, je dirais, les bonnes volontés, c'est les énergies renouvelables. La réalité, c'est qu'on a l'électricité au fioul aux Antilles. Donc, une autre réalité, c'est qu'on sait quand même aussi que l'inertie en matière de changement climatique, elle n'est pas à 3 ans. Personnellement, on sait très bien que ça se déroule sur au moins 40 ans. Nous sommes en train de payer les conséquences des émissions d'il y a 40 ans. Donc personnellement, je ne m'attends pas du tout à voir une amélioration dans ma région d'origine à l'échelle de ma vie. Donc, j'aimerais avoir un peu votre position là-dessus, parce qu'à mon avis, même si les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, et je me mets dedans, c'est pas parce que je suis originaire de la Caraïbe, je vis à l'occidental, donc je fais partie du problème. Donc c'est pas parce qu'il y a des efforts qui sont faits chez les émetteurs qu'on va arrêter d'en payer les conséquences. Donc en ce qui me concerne, je trouve qu'il nous faudra mieux parler plutôt de résilience que de compenser. Donc j'aimerais un peu avoir votre position. Et ma deuxième question sera plus courte. Effectivement, il y a un effet Macron sur l'annonce du retrait de Paris par Trump et compagnie, etc. Mais c'est le même Macron qui, quand il va à Saint-Martin voir les dégâts d'Irma, le même jour il annonce un assouplissement des normes de construction, notamment en matière environnementale. Il faut quand même savoir que Saint-Martin, le Far West n'a pas commencé à Saint-Martin le 6 septembre 2017. Saint-Martin est un Far West, est une zone de non-droit extrêmement connue et extrêmement tolérée, notamment par l'État depuis très longtemps. Et une des raisons de l'ampleur des dégâts à Saint-Martin, c'est justement le non-respect des normes environnementales. Donc, je rejoins un petit peu M. Combe, et j'aimerais aussi avoir votre position. Jusqu'où, pour moi, il y a une dissonance cognitive assez importante entre les discours et les prises de position. Merci beaucoup. On fait un retour à la table rapidement, donc avec 4 interventions énergiques, mais beaucoup d'informations et des questions. Sur la Guyane, qu'on n'oublie pas, et le projet de la mine d'or, l'intervention totale, l'état d'urgence, que fait-on, puisque effectivement les pouvoirs, eux aussi, se mettent en place pour résister aux actions, et les questions sur la Martinique, cette déconnexion, cette dissonance cognitive entre un discours et la réalité. Alors, qui veut répondre rapidement, chacun? Maxime, Lucille, qui avait été interrogé, peut-être Pauline, sur la question de l'état d'urgence et de la... Voilà, on a aussi parlé de non-violence au passage. Qui dans l'ordre? Lucille? Du coup, je veux bien commencer et répondre à madame. Oui, alors sur la question de l'énergie, effectivement, je ne dis pas que tout est encore tout rose. Il y a les énergies renouvelables qui se développent à un rythme sans précédent, mais il y a un rapport il y a 3 jours qui nous a montré qu'au niveau européen, on subventionne encore les énergies fossiles à hauteur de 112 milliards d'euros par an. Donc clairement, il y a encore énormément de chemin à faire. Il y a encore énormément de projets de centrales à charbon, de centrales à gaz qui sont développés partout dans le monde. Et c'est des choses contre lesquelles il faut continuer de lutter, en montrant aussi que les énergies renouvelables, c'est une alternative qui est viable, parce qu'il y a énormément d'avantages en termes d'accessibilité, parce qu'on peut construire des réseaux qui soient off-grid. Là, je pense notamment pour les endroits qui sont un petit peu plus difficiles d'accès. Off-grid, ça ne fait pas par an.
hors du réseau. Oui, pardon. Donc voilà, les énergies renouvelables nous offrent une opportunité, mais on est loin du 100% énergie renouvelable qu'on devrait atteindre pour relever le défi climatique. Et d'ailleurs, en parlant de 100% énergie renouvelable, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que c'est un objectif tout à fait atteignable. Donc si on met les politiques adéquates pour développer ce genre d'énergie, si on met en place les incitations aussi économiques pour qu'elles soient développées, ça peut fonctionner, mais effectivement il faut qu'il y ait la volonté politique derrière, et c'est pas forcément le cas aujourd'hui encore. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre ces projets qui sont encore développés partout. Sur la question de l'amélioration de la situation et la question des impacts du changement climatique, effectivement, on ne dit pas que si on réduit maintenant les émissions de gaz à effet de serre, tous les impacts vont être atténués, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'en fait on agit sur plusieurs facteurs. Non seulement on réduit drastiquement maintenant les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est indispensable pour éviter des impacts supplémentaires et catastrophiques et insupportables, et en même temps on a énormément d'impacts qui vont quand même avoir lieu. Donc il faut d'une part mettre en place des politiques d'adaptation, c'est-à-dire rendre les sociétés beaucoup plus résilientes, donc soit en mettant des normes dans les logements pour lutter contre des cyclones, des ouragans, soit en changeant dans des pays africains ou asiatiques des pratiques agricoles, soit en luttant contre les inondations, par exemple en construisant des infrastructures pour les éviter. Donc il y a cette partie-là et il faut du budget pour ça, et il faut des investissements, et effectivement on est encore trop en deçà des objectifs qu'on devrait atteindre. Au niveau français, l'adaptation c'est quelque chose qui n'existe encore quasiment pas, alors que ça devrait exister. Et au niveau international, les flux financiers pour l'adaptation, donc quand on parle de la solidarité entre le Nord et le Sud, c'est que 16% des flux financiers, alors que le besoin il est là, il existe déjà. Et il y a des gens qui souffrent des impacts du changement climatique. Et la dernière dimension, c'est que on peut s'adapter autant que possible, mais de toute façon on ne pourra pas éviter les impacts et on ne pourra pas éviter des dégâts énormes. Et on l'a vu avec les cyclones, on l'a vu avec les ouragans, il y a des impacts qu'on ne pourra pas éviter. Et là, ça veut dire qu'il faut créer des mécanismes de relèvement de ces crises-là. Et ces mécanismes, c'est des mécanismes soit assurantiels, soit des fonds d'urgence. Et ça n'existe pas encore. Et c'est pour ça qu'il faut les développer. Et effectivement, il y a un énorme besoin d'avoir des financements et des moyens pour y faire face. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'existe pas encore. Et complètement d'accord sur la question de la dissonance cognitive. C'est ce que je disais pendant mon intervention. Il y a des discours, on attend les actes. Maxime Combe, après Lucie Pujol. On pourra en rajouter beaucoup sur la difficulté à laquelle on est confronté. Et moi, la seule chose qui me permet de supporter cet amas d'informations négatives sur la situation du réchauffement climatique, sur les conséquences sur le terrain, sur l'involution ou la contre-révolution qui peut être menée par un certain nombre de leaders politiques ou d'institutions internationales ou de gouvernements. Parce qu'on parle beaucoup de Donald Trump, mais par exemple, ce que met en œuvre aujourd'hui la Commission européenne au nom du Conseil européen et donc des 28 ou 27 États membres de l'Union européenne, et d'une certaine manière une contre-révolution énergétique. On est en train d'investir des dizaines de milliards d'euros dans la construction de nouvelles infrastructures gazières dont on n'a absolument pas besoin à l'échelle européenne. Donc ça, il faut l'avoir en tête également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le méchant Trump contre le reste du monde dans une communauté internationale unie et réellement engagée en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Donc moi, la seule chose qui me permet de supporter tout cela, c'est une citation en fait d'un penseur américain qui s'appelle Murray Bookchin, qui disait que si on ne veut pas faire face à l'impensable, il faut essayer de se tenir, de réaliser l'impossible. Et ceci dans un très court laps de temps. Et c'est la difficulté à laquelle on est confronté, mais en même temps on ne part pas de rien. Et parfois l'histoire s'accélère. Et parfois des choses se mettent en mouvement sans qu'on ne les ait prévues, qu'elles se déroulent de telle ou telle façon. Et le seul schéma que j'ai en tête, qui s'appuie sur un exemple historique des transformations qu'il faut réaliser dans un court laps de temps, est globalement ce qui a conduit à mettre en œuvre les politiques de sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas venu simplement d'une mobilisation citoyenne décentralisée où les gens ont expérimenté des alternatives.
Ce n'est pas venu simplement parce qu'un syndicat a obtenu, à travers la grève générale, une politique alternative en termes de politique sociale. Ce n'est pas venu simplement parce qu'à un moment donné, un gouvernement bienveillant avait pris le pouvoir. C'est le fruit de tout cela, sur 60 ans, 100 ans, renvoie au film La Sociale, où on a mêlé des alternatives construites par des citoyens, construites par des syndicats, construites dans les maisons du travail, dans les bourses du travail telles qu'elles existaient, notamment sous la Seconde Internationale de Ferrand-Pelloutier, enfin les bourses de travail de Ferrand-Pelloutier, par des entrepreneurs sociaux qui ont développé des trucs intéressants, parce que les syndicats se sont mobilisés, parce que le parti politique et la construction du politique s'est développé pendant 60 ans. Ceci n'a pas mis à bas le capitalisme. Mais en 1945, 46, 47, ça a été perçu comme l'unique moyen de reconstruire le vivre ensemble dans un certain nombre de pays européens et de s'assurer qu'on puisse reconstruire un lien social entre toute la population et une façon de surpasser le choc de la Seconde Guerre mondiale. L'exemple a ses limites, mais grosso modo, vis-à-vis de la crise climatique et plus largement de l'effondrement auquel on fait face, la perte de biodiversité, la remise en cause de toute une série de droits économiques, sociaux, démocratiques, y compris via les projets de loi sur le terrorisme ou de réduction des droits politiques et sociaux dans plein de pays, c'est ce sursaut-là. Et ce sursaut-là, on ne peut pas le programmer. Mais par contre, on peut essayer de le favoriser. Et donc de tisser des ponts et des liens entre tout ce qu'on essaie de faire et de construire. Et donc de s'assurer que quand on expérimente localement des initiatives citoyennes, ce ne sont pas simplement pour se sauver nous, ou pas simplement pour vivre mieux nous à notre échelle. C'est très important de vivre mieux nous à notre échelle, de vivre mieux dans ce monde-là, parce que ça nous permet de le supporter, ça nous permet de nous donner des marges de manœuvre. Et donc, en ce sens, c'est absolument essentiel. Ça permet aussi de s'imaginer ce que pourrait être le monde de demain. Et de s'assurer que quand on construit une AMAP, c'est aussi un moyen de lutte contre les accords internationaux sur le commerce et l'investissement. Et quand on se mobilise à l'échelon international, c'est pas simplement pour dire qu'il faut changer le capitalisme, abattre le capitalisme ou le patriarcat, c'est que et qu'on ne fasse pas de discontinuité entre les engagements individuels ou locaux et les mobilisations internationales. Il faut construire ce lien, ces passerelles entre tous ces niveaux d'engagement individuels et collectifs pour construire les conditions qui nous permettront d'accélérer l'histoire à un moment donné, et certainement, ce ne sera pas nous qui déclencherons cette accélération de l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer au regard de l'expérience qu'on a des siècles passés. Et donc, grosso modo, cette façon de supporter le monde dans lequel on vit, c'est de se donner tous les moyens possibles et imaginables pour que ce à quoi on croit, ce à quoi on pense qu'il est légitime que demain ressemble, puisse advenir. Et l'histoire et notre avenir le dira. Mais c'est dans cet aspect-là qu'il faut se positionner. Et donc, grosso modo, tous les discours qui visent à positionner des séparations nettes et fortes entre ceux qui seraient vraiment anti-capitalistes, tous ceux qui seraient vraiment pour un autre mode de développement et qui auraient vraiment compris et pris en compte tous les enjeux, et que ceux qui s'engageraient simplement dans des initiatives individuelles ou collectives au niveau local, il n'y a pas de continuité et ces gens-là ne font pas partie du même monde. Si on théorise ça, si on considère que ça, c'est notre façon de penser le monde dans lequel nous vivons, et c'est ce que des gens importants font. Slavoj Žižek a publié une tribune au début de l'année, disant que tous ceux qui s'engageaient sur des expériences alternatives au niveau local ou individuel, c'était des gens qui n'avaient rien compris à la crise du capitalisme à laquelle nous faisions face. Si on théorise ça, là c'est sûr, c'est la fin des haricots et on va aller se coucher et se rhabiller. Par contre, si on construit des passerelles, et si on est en mesure de raconter une histoire commune entre ceux qui effectivement commencent aujourd'hui simplement à fermer leur robinet quand ils se lavent les dents, mais qu'on construit une histoire commune entre ça et les accords commerciaux internationaux, ah oui, il faut faire le grand écart. Ah oui, c'est compliqué. Mais c'est le meilleur moyen pour que demain, ceux qui commencent juste à se bouger maintenant sur ces bases-là, soient sur nos bases anticapitalistes, néolibérales, tout ce que vous voulez. Mais par contre, si on construit des barrières, si on construit des chapelles, si on construit des boutiques où on dit, avant d'entrer, il faut que tu marques et que tu montres précisément que tu as tous les diplômes nécessaires en lutte contre les dérèglements climatiques ou en anticapitalisme, là c'est sûr, on n'aboutira à rien. Et donc voilà, essayons de construire pas à pas et de nous donner les moyens que demain ne ressemble pas à aujourd'hui. Ouais, alors moi, j'aimerais qu'on réponde à une question très concrète qui a été posée par monsieur, qui était, je la reformule, hein, mais pour qu'on n'oublie pas, face à ça, il
font l'état d'urgence, ils sont en train d'analyser l'état d'urgence dans le droit commun, il y a une nouvelle stratégie de répression policière qui se met en place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais répondre, enfin, je tente une réponse à cette question avec, en gardant l'angle avec lequel nous, on a construit nos stratégies de lutte contre le dérèglement climatique, qui est de s'inscrire dans la stratégie de lutte non violente. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos ce matin de ce qui se passe en Catalogne. Il y a des gens qui protègent les bureaux de vote. Ils sont assis par terre, accrochés les uns aux autres, en mode non violent. Donc, qui sont juste là et qui se font littéralement frapper et déloger avec une violence extrême par la police. Et ces images sont très choquantes. Il est clair que si l'État commence à utiliser, enfin on ne va pas débattre sur la loi, la nécessité ou pas de l'état d'urgence, etc., parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord que c'est pas la bonne solution, mais que les dérives qu'elles peuvent engendrer sur les militants climat qui sont gênants ou d'autres personnes, en gros, si l'État continue à faire, en faisant des actions comme ça envers des gens qui sont des citoyens qui n'ont aucun acte violent vers la police et qui se font réprimer violemment, ça délégitimise complètement la police et l'État. Donc là, en fait, aujourd'hui, l'État espagnol, en envoyant les policiers défoncer les civils, se donne une mauvaise pub et juste légitimise en fait l'action des gens. Donc ça veut dire que certainement des personnes qui n'avaient pas forcément d'avis ou n'étaient pas impliquées dans ce vote pour le référendum de l'indépendance de la Catalogne, et bien là, ils vont peut-être avoir un avis parce que juste les images qui sont diffusées, elles sont extrêmement choquantes. C'est-à-dire qu'on attend que les gens s'indignent devant les images qu'éventuellement ils verraient à la télévision. Le problème, c'est qu'en France, dans l'état d'urgence, la télévision ne montre pas la répression la répression des militants et quasiment pas le fait que, par exemple, en banlieue, des gens sont tués dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers populaires, par la police. Alors, ils ne sont pas militants climatiques ou de l'écologie, mais ils sont tués et personne n'en parle. Ça s'est encore passé 2 fois cette semaine, où quelqu'un a pris un flashball. Donc là, comment on réagit? Il faut être plus, si je peux me permettre, plus... qu'est-ce qu'on fait en face? Il y a des gens, par exemple, on parle de Macron. On sait très bien, mais Macron, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à Hulot? Macron, il n'est pas tout seul, représentant du MEDEF, déjà on ne sait pas très bien ce qu'on fait, mais c'est M. Hulot. Donc quelle est la position politique que prend le mouvement climatique que vous représentez par rapport à Hulot? Puisque Macron, on est en gros tous d'accord, c'est le MEDEF. Quelle position on prend par rapport à la police et par rapport à la banalisation de l'état d'urgence? Est-ce que ALV, COP21 et ici ou Alternativa vont prendre position sur la loi? Voilà, il faut un peu, me semble-t-il, sortir là de... Excuse-moi, mais je dis comme je réagis. Tout à fait. Oui, effectivement, il y a des... après, on ne va pas organiser une manifestation contre l'état d'urgence, mais par contre, on y participe et on soutient complètement... on ne peut pas se laisser faire, effectivement. Mais on a participé, par exemple, il y avait une manifestation il n'y a pas très longtemps suite aux violences policières dans les banlieues. On était dedans. Ça fait partie, bien sûr, des choses qu'il faut défendre. C'était quand? Parce que ça, c'est important de faire ça. C'était quand? Excuse-moi, je n'ai pas vu. C'était avant l'été, c'était à Paris. Peut-être qu'il faut le refaire. Je vais reprendre un autre exemple pour pousser le bouchon. Moi, j'aimerais que vous me donniez votre position par rapport à Hulot. Comment vous analysez le cas Hulot? Est-ce qu'on dit du mal de Macron? Qu'est-ce que, après tout, M. Hulot, moi je ne sais pas, je vous écoute, il est numéro 2 du gouvernement, paraît-il, et il a un gros ministère. Deuxième question que je poserai, puisqu'on a parlé de la COP22 ou COP23, il va y avoir aussi un événement sur le climat le 12 décembre à Paris. D'après ce que je comprends de ce que veut faire Hulot, ou Macron, je ne sais plus, ce gouvernement, ils vont accentuer la financiarisation. En gros, en disant...
je surinterprète parce que je n'ai pas encore toutes les informations, mais la solution au climat, c'est avec les nouveaux mécanismes financiers. Là, je vous pose la question, j'aimerais avoir vos réponses. Sur Hulot, qu'est-ce que vous faites du phénomène Hulot? Est-ce que c'est un allié ou un ennemi? Et après, on parlera éventuellement, si on a le temps, de la finalisation. Et après, excusez-moi d'intervenir, et je rendrai la parole pour qu'on fasse un tour. Mais répondez là sur Hulot, je veux aussi le savoir. Qui veut? Premier élément sur l'état d'urgence et sur la réaction sécuritaire, ultra sécuritaire des gouvernements aujourd'hui, y compris pour bâillonner les résistances telles qu'elles ont pu exister. On l'a vécu en 2015 puisque François Hollande a confirmé ce que nous disions au moment de la COP21, que l'état d'urgence avait été utilisé pour empêcher les manifestations et que ceci ne se justifiait pas réellement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à tout mouvement d'émancipation ou de quel qu'il soit, s'est opposé à un mouvement contre-révolutionnaire, de contre-émancipation, visant à empêcher que ces mouvements d'émancipation gagnent. Et donc du coup, il ne faut pas s'étonner que dans les tenants du monde tel qu'il existe, il y ait la volonté effectivement d'empêcher qu'il y ait des évolutions notables en termes de victoire venant des mouvements sociaux, des mouvements écologistes, des mouvements pour la justice climatique et quels qu'ils soient. Et que donc cet appareil répressif nous soit renvoyé à la figure est d'une certaine façon assez logique et pas nouveau. Ça a toujours existé. Après, ça prend une ampleur peut-être plus forte aujourd'hui parce qu'on a effectivement un appareil antiterroriste qui est utilisé contre des mobilisations sociales et citoyennes. Et face à cela, je pense que nous avons un atout, un élément qui est que la population, lorsqu'elle est informée de l'utilisation de cet appareil antiterroriste contre ces mobilisations, ces initiatives-là, peut plutôt avoir tendance à se positionner en notre faveur. Et donc l'enjeu face à cela, c'est de rendre compte et de rendre lisible ce qui est en train de se passer. Et pour nous, en tant qu'organisation intermondialiste comme ATTAC, nous faisons le lien et la passerelle entre les politiques néolibérales sur le plan économique, antisociales sur le plan social, et de régression ou de remise en cause d'éléments démocratiques fondamentaux ou de politiques publiques assurant la sécurité publique et les libertés qui sont menées par les gouvernements. On a là une crispation des gouvernements qui visent à un moment donné à défendre un modèle qui est à bout de souffle, qui a atteint ses limites sur le plan écologique, qui devient insupportable sur le plan social et qui donc devient peu légitime sur le plan démocratique. Pour faire tenir ce modèle-là, il est normal de leur point de vue qu'ils resserrent la démocratie telle qu'elle existe, qu'ils la restreignent et qu'ils empêchent les expressions populaires d'emporter ce qu'ils portent. Et donc face à cela, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de recettes qui vont nous permettre du jour au lendemain d'obtenir l'effondrement de leur monde, mais par contre de montrer que ce monde-là constitue un tout qui a une certaine consistance et une cohérence de leur point de vue, et que donc du coup il n'y a pas d'un côté une politique antisociale, de l'autre une politique antidémocratique ou de régression des libertés publiques, mais tout ceci est la défense d'un modèle qui n'est pas soutenable. Et donc de ce point de vue-là, nous effectivement on appelle et on essaye de construire ces passerelles et ces liens dans la compréhension du monde dans lequel nous vivons et dans les mobilisations qui doivent venir demain pour qu'effectivement on n'ait pas une mobilisation contre les violences policières dans les quartiers, pour la justice climatique dans les quartiers bobos et pour défendre les libertés publiques dans d'autres quartiers ou d'autres villes. Tout ça, à un moment donné, doit se faire système et obtenir des transformations extrêmement profondes du rapport de force tel qu'il existe pour que l'hégémonie du there is no alternative persistant avec un modèle néolibéral qui devient de plus en plus policier et antidémocratique ne soit pas l'unique option qui soit présentée comme la seule étant sur la table. Ça, c'est le premier point. Que fait Nicolas Hulot dans ce bordel?
La question, il faut la lui renvoyer à lui. Que fait-il dans ce gouvernement? Il a choisi d'y être. Il avale des couleurs, et des grosses. Et peu importe, moi je si ça, parce qu'Annie Desbolmoni, elle a fait une lettre ouverte fin juin dernier. Nous avons fait de très nombreuses lettres ouvertes à Nicolas Hulot. Et elle lui a demandé sa position par rapport à la politique blanche. Et elle a mis de des lettres publiques à Nicolas Hulot, moi j'en connais une trentaine qui ont été publiées depuis qu'il est ministre. Et effectivement, il y a eu une réponse sur relativement peu d'entre elles. Et il est de fait solidaire en tant que ministre de ce gouvernement de la mise en application du CETA, de l'enterrement de la TTF, de politique économique régressive sur le plan social, de remise en cause de liberté publique. Donc la question, elle est posée aujourd'hui, elle est sur la table, et il y a de plus en plus d'éditos qui sont publiés par la presse. Que fait-il dans ce bordel? Est-ce qu'il est solidaire de l'ensemble de ses décisions? Et dans ce cas-là, c'est effectivement du même ordre qu'Emmanuel Macron? Ou est-ce qu'il peut nous expliquer en quoi et sur quoi il est en train de peser dans le rapport de force? Moi, c'est une des premières choses que j'ai publiées lorsqu'il a été nommé ministre, c'est que s'il est sincère dans sa démarche et qu'il considère qu'il peut faire bouger les choses dans ce gouvernement, il faut qu'il mette tout sur la place publique, y compris quand il perd des arbitrages, et qu'il dise là je peux gagner, là je peux perdre, mais que tout ceci soit rendu public et qu'il le fasse. Pour l'instant, sa stratégie, c'est d'essayer de batailler dans les couloirs et dans les salons de Matignon pour obtenir des arbitrages. Ceci n'est pas une stratégie politique gagnante, on l'a déjà vécu avec d'autres ministres écologiques, et à la fin, on sait à quoi ça amène. Ça amène défaite sur défaite sur l'ensemble des sujets. Donc si aujourd'hui il y a une question à poser, c'est celle de la poser à Nicolas Hulot. Que fait-il dans un gouvernement qui est aux antipodes de l'ensemble des engagements qui ont été pris par la société civile depuis maintenant plusieurs années, et notamment l'appel des solidarités dont il était le porte-parole il y a moins de 6 mois. Ceci est extrêmement clair de notre point de vue. Les politiques et les décisions qui ont été prises par ce gouvernement sont antinomiques avec les engagements que Nicolas Hulot a pu porter et avec lesquels on a pu être solidaire à un moment donné. Alors, Lucille Dufour, sur ces deux questions, et peut-être après Pauline. Oui, juste pour compléter ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je pense que la position par rapport à Nicolas Hulot, elle est claire. Nous, on est là en tant que société civile, donc on analyse ce qui est fait. Quand il y a des avancées qui sont là, eh bien, on les félicite. Et quand il y a effectivement des choses qui ne vont pas assez vite, on est très clair aussi et on le dit. Si on prend la question des transports, par exemple, très concrètement, hein, pour faire un petit peu l'état des lieux, il y a eu un plan climat qui est sorti, qui nous a dit, voilà, on arrête les voitures diesel, essence d'ici à 2040. Bon, mais très bien, c'est un objectif louable, pourquoi pas. Maintenant, la question, c'est quels moyens on met derrière pour y arriver, et quels moyens aussi alternatifs on pose pour favoriser des mobilités qui soient différentes, via des transports en commun, via des mobilités douces comme le vélo. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas. Quand on regarde le budget qui vient d'être mis sur la table mercredi dernier, on n'est pas satisfait. Il y a des avancées sur la fiscalité, notamment liée au transport, notamment le prix de l'essence et du diesel qui va s'aligner, et donc on va arrêter de favoriser le diesel alors que c'est un essence qui est extrêmement polluant. Maintenant, sur la question des infrastructures, on n'y est pas du tout encore. On ne finance pas assez le développement du ferroviaire alors que c'est une mobilité de transition. On nous supprime la prime à l'achat d'un vélo électrique alors que c'était une solution aussi qui permettait d'aller de l'avant. Donc voilà, on est très clair. Il y a des objectifs aspirationnels qui sont là et qui vont dans le bon sens. Maintenant, donnons-nous les moyens de les atteindre et de mettre en place les alternatives qui sont indispensables. Et apparemment, ce n'est pas le cas, si je comprends bien. Pauline Boyer, de Alternative. Oui, mais la position sur Hulot, c'est pareil. Il a avalé beaucoup de couleurs et il n'est pas dans un gouvernement dans lequel il va pouvoir faire ce qu'il veut, ça c'est sûr. Nous, on en revient toujours à la même chose, et il faut une mobilisation citoyenne derrière pour défendre des projets inutiles, enfin, être contre les projets inutiles. J'ai eu peur. Voilà. Faisons l'autoroute à 45. C'est ça, et il faut une mobilisation citoyenne derrière, elle est indispensable. Donc, faut rien bon, lâcher.
Hulot a encore le droit de vie gouvernemental d'après le mouvement climatique pendant les prochaines semaines. On fait encore 2-3 questions parce que l'heure court. Soyez court et précis, allez-y. Et non, parce que vous avez déjà parlé, il y a une autre main là-bas qui se lève, excusez-moi, que tout le monde puisse parler. Après, on fera un retour conclusif à la table si vous voulez bien. C'était avant monsieur, mais c'est pas grave. Vous parlerez après, vous êtes d'accord? Merci. C'était une petite question. Tout à l'heure, en train de se poser, vous avez parlé assez justement de cette opposition au commerce international, le droit du climat et le droit du commerce. La question est aujourd'hui, vous connaissez où on voit le droit avec les prix à ce niveau-là. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Au niveau du droit du climat, est-ce qu'on a des perspectives? Il y a des juristes dernièrement qui ont développé, je crois, des choses au niveau de développer un droit international du climat et de l'environnement. Est-ce qu'on a une visibilité sur quelque chose qui serait bientôt mis en place pour effectivement s'opposer de manière peut-être réaliste, mais sait-on jamais, à ce droit du commerce international? Merci. Oui, pour moi, la question clé par rapport à l'accord de Paris, et c'était bien évoqué par le panel, c'est comment le faire appliquer dans les faits. Si, par exemple, un pays ne s'occupe pas de ses obligations et continue à polluer, qu'est-ce que les autres peuvent faire? Comme vous avez dit, il n'y a pas de police. Il y a un comité dans l'article 15, il prévoit l'article 15, ça fonctionne sur une base non punitive. Donc, c'est complètement inutile d'un point de vue juridique. Qu'est-ce que sont les options qui restent? Il y a deux. Il y a le Cour international de justice. Ça aussi, c'est relativement inutile parce que c'est très politique. Et pour émettre un avis consultatif, par exemple, pour dire les pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre doivent être responsables des conséquences, il faut avoir la majorité de l'Assemblée générale des États-Unis, des Nations Unies. Alors, ça c'est très difficile à voir. Il y a beaucoup de pays qui ont essayé de le faire, les îles Marshall, le Palau, etc. Ils n'ont pas eu. Troisième, c'est la conciliation. La conciliation, ça dépend du bon gré des États qui l'invoquent. Alors, c'est inutile aussi. Qu'est-ce qui reste? L'arbitrage international. Je sais que dans le cadre des accords de libre-échange, vous allez avoir des avis un peu mitigés sur le sujet, mais je vous assure que par rapport au changement climatique, ça peut être très efficace. Or, la clause compromissoire qui prévoit l'arbitrage international dans la convention cadre n'a jamais été rédigée. Et la question c'est la suivante. Qu'est-ce que vous faites pour encourager le développement de ces moyens de régler les différends qui vont survenir entre les États liés au changement climatique? Est-ce que vous pouvez, par exemple, mettre la pression sur les pays comme la France pour solliciter le corps international? Est-ce que vous allez encourager les rédactions de la clause compromissoire de l'arbitrage international? Si vous faites quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Et si vous ne le faites pas, pourquoi? Merci. On est donc passé de la grenade lacrymogène aux instruments de droit. Alors une première question à Maxime sur droit du commerce international, et puis après je crois que ce sera pour toi, Lucille, comment développer des moyens de régler les différends au sein de l'accord de Paris. Et puis après peut-être que chacun fera un mot conclusif rapide. Maxime. Et juste une précision, parce qu'en gros ta question préalable sur Hulot visait à nous demander si en fait on appelait à sa démission. Ah, pas tout à fait. Moi, c'est pas mon sujet, parce que se restreindre à ça, c'est restreindre de manière extrêmement forte les enjeux sur lesquels nous devons être positionnés et outils. J'en ai strictement rien à faire, que ce soit Hulot ou un autre, ce qui compte, c'est les politiques qui soient menées. Et maintenant, la question est renvoyée à non, du coup, je précise. Et maintenant, sur les deux questions, qui sont pour moi les questions fondamentales des 5, 10, 15 prochaines années à venir, c'est quel droit international nous allons avoir dans 15 ans au regard des enjeux qui sont ceux, les enjeux du 21e siècle. Et effectivement, le droit international tel qu'il est construit aujourd'hui, il s'est construit sur la base des 2 guerres mondiales. Et donc comment ne plus jamais revivre ça? Il y a du droit international qui a été constitué dans cette optique-là, plutôt sur les questions politiques et de liberté et de la démocratie. Et la deuxième grand pan du droit international qui a été construit au XXe siècle, c'est le droit du commerce international. À travers les accords du GATT, l'OMC qui les a généralisés, qui les a inscrits de fait dans le marbre, puisque personne ne veut y toucher aujourd'hui, et qui sont aujourd'hui développés et reformalisés à travers les accords bilatéraux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? La première des opportunités, elle nous est offerte
pas nécessairement à travers les points que vous avez évoqués, pas nécessairement à travers la question du régime climatique, du régime de gouvernance du climat à l'échelle internationale. La première des opportunités, elle réapparaît dans ce qui s'appelle le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où il y a une bataille très importante qui est en train de se jouer maintenant autour de la constitution d'un traité international visant à contraindre les actions des acteurs, des multinationales, des entreprises multinationales. Et cette proposition de négociation, à l'initiative de l'Afrique du Sud et de l'Équateur, a permis d'ouvrir une négociation sur, finalement, quelles seraient les règles internationales qui viendraient contraindre l'action des multinationales et donner le pouvoir à des États ou à des populations d'entrer en justice internationale contre l'action de ces multinationales. Et c'est extrêmement important parce qu'à travers la constitution du droit commercial international, se sont constituées des entités extrêmement puissantes au niveau international que sont ces multinationales, qui aujourd'hui gèrent l'intégralité quasiment du commerce international et des investissements, à qui on a donné des pouvoirs colossaux à travers ce droit et les tribunaux d'arbitrage qui leur permettent de poursuivre des États, et que nous avons là la possibilité de mener bataille. La première des choses que nous devons faire collectivement, c'est de demander au gouvernement français de soutenir cette proposition de traité international dans le cadre de l'ONU contre les multinationales, et cette négociation se passe d'ici la fin du mois à Genève, et c'est la demande que nous avons en tant que collectif, en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'exiger ça. Le deuxième élément que je veux évoquer, c'est qu'effectivement il y a diverses stratégies qui sont utilisées pour essayer de constituer du droit climatique ou environnemental international qui puisse être contraignant. Il y a la volonté, qui est portée par certains, de revoir et d'intégrer cette question-là de manière plus précise dans la Cour de justice internationale. Moi, je pense que c'est une piste à suivre. Enfin, je pense qu'il faut suivre toutes les pistes. Je pense que ce n'est pas la plus plausible à court et moyen terme pour les raisons que vous avez indiquées. C'est que ça reste extrêmement politique et que voir demain les États-Unis poursuivis devant la Cour de justice internationale au nom de la politique anticlimatique menée par Donald Trump me semble assez difficile à imaginer. Mais je pense que ça doit être travaillé. Le deuxième élément, et ça c'est un truc qui est plutôt porté par la diplomatie française et qui s'était incarné à travers la proposition de la création d'une organisation mondiale de l'environnement et qui maintenant réapparaît de façon différente autour de la question d'un pacte mondial pour l'environnement qui viserait à réunir dans un même document auquel l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU donneraient une tonalité, une solennité importante au niveau international et qui regrouperait l'ensemble des textes sur l'environnement, le climat et tout ça qui existe à l'échelon international. Le problème de ça, de cette stratégie, c'est que on se limiterait finalement à éventuellement un peu améliorer le droit environnemental international, mais ne jamais le faire entrer en interaction et en conflit avec le droit commercial tel qu'il existe. Et donc du coup, on aurait ce pilier extrêmement fort, sanctionnable, sur lequel les États ou les collectivités territoriales sont sanctionnés, qui est le droit commercial international, et à côté un pacte mondial de l'environnement qui finalement toucherait assez peu à ça. Et donc ça, c'est une limite forte, mais néanmoins, comme il y a beaucoup de juristes, y compris français, qui portent cette question-là, je pense qu'il ne faut pas la négliger et je pense qu'il faut y regarder précisément sur ce qui peut être atteint. La quatrième chose, quand vous évoquez la possibilité d'introduire, enfin de négocier dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique un tribunal d'arbitrage entre les États, là on a un souci réel. C'est qu'aujourd'hui le droit climatique tel qu'il existe n'est pas sanctionnable. Donc si vous créez un tribunal sur lequel il n'y a pas matière à sanctionner, ce tribunal ne verra pas le jour. Il n'aura aucune valeur et aucune réalité. Et par ailleurs, le problème, de mon point de vue, c'est pas uniquement comment, dans la Convention cadre des Nations Unies, on essaye de rendre les choses un peu plus contraignantes ou un peu plus sanctionnables, c'est de s'assurer que le droit de demain, à 5, 10 ans ou 15 ans, ce qui est à 15 ans au niveau de l'ONU, c'est demain.
c'est de s'assurer qu'on n'ait pas un pilier sur le commerce d'un côté auquel on ne touche pas, et où on fait des toutes petites choses sur les autres piliers ou les débuts de piliers qui existent à côté. L'enjeu, c'est à un moment donné que tout ça soit réinternalisé dans le cadre de l'ONU et que le droit commercial soit soumis à l'impératif climatique, à l'impératif social, à l'impératif démocratique. C'est ça l'enjeu des 15 années à venir. On peut le juger disproportionné, mais si on ne prend pas ça réellement à la hauteur des enjeux, on restera sur l'aménagement de choses existantes et qui ne changent pas fondamentalement la donne. Merci Maxime, très intéressant. Tu nous as dit tout à l'heure que tu pouvais parler des heures sur ce sujet, on te le croit, mais c'était riche et ça a bien répondu rapidement. Non, on va maintenant conclure parce que l'heure tourne aussi et puis après on pourrait discuter avec Maxime ou avec d'autres. Lucille, une petite conclusion et après Pauline. Lucille Dufour du réseau Action Climat. Oui, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a vu qu'il n'y a pas de remède miracle en fait pour lutter contre les changements climatiques. Il y a une panoplie de solutions qui existent, elles sont là, on les connaît déjà et on sait qu'on peut les appliquer s'il y a la volonté derrière. Ça peut passer effectivement peut-être par des mécanismes juridiques qui se créent au niveau international, ça peut passer au niveau économique par le développement de solutions comme les énergies renouvelables et voilà, de pousser pour que ces projets prennent le dessus par rapport aussi aux fausses solutions qu'il faut continuer de dénoncer. Les fausses solutions sur les questions énergétiques, sur les questions de respect des droits de l'homme aussi, parce qu'il y a énormément de questions à ce sujet qu'il faut encore résoudre. Et puis, on voit aussi que ça se passe à beaucoup d'échelles en fait. Ça se passe au niveau local parce qu'il y a des changements de mode de vie qui doivent s'opérer et qui doivent permettre de passer d'un mode de vie ultra consommateur à un mode de vie beaucoup plus sobre et beaucoup plus compatible avec le climat. Ça se passe au niveau national parce qu'on a besoin de lois qui soient ambitieuses et qui soient compatibles avec les engagements qui ont été pris par l'ensemble des États quand même il y a 2 ans et qui doivent être respectés. Donc ça passe par cette amplification-là au niveau national et cette accélération de la transition sur laquelle il est important aussi que la société civile pousse parce que c'est aussi notre rôle de dire attention, on ne va pas assez vite. Et on a très peu d'années pour relever ce défi et c'est comme ça qu'on va le relever en allant beaucoup plus vite. Et puis ça se passe au niveau international parce que tout n'est pas fait. Il y a encore énormément de choses à faire pour que l'accord de Paris, ça ne soit pas une coquille vide, qu'on ait des mécanismes de transparence aussi qui permettent aux États d'être redevables et de nous, en tant que citoyens, pouvoir dire attention, vous n'êtes pas sur la bonne voie et de pouvoir être écoutés dans ces instances-là. Il y a des mécanismes à mettre en œuvre pour qu'on soit obligé de relever tous les 5 ans l'ambition climatique et se mettre sur la trajectoire de plus en plus. Donc il y a toutes ces échelles et tous ces types d'actions qu'il faut combiner et c'est comme ça en fait qu'on relève le défi climatique. Et finalement oui, on a adressé un portrait qui est assez négatif, on ne va pas se mentir, mais en même temps l'espoir c'est que les solutions elles sont là et qu'on peut tous ensemble les mettre en œuvre. Donc je m'arrêterai ici parce que le dimanche soir c'est sympa d'avoir une petite note d'espoir pour finir la journée. Merci. Merci Lucille Dufour. Pauline Boyer. Bon, je vais finir aussi sur une petite note d'espoir. Effectivement, un des moyens aussi pour faire peut-être appliquer l'accord de la COP21 mais aller bien pour qu'il soit bien plus ambitieux que ça, c'est la mobilisation citoyenne peut être la contrainte et le contre-pouvoir qui fait que les dirigeants à un moment n'auront plus le choix que de prendre des mesures à la hauteur du défi climatique. Et ça passe par la construction d'un mouvement de masse citoyen pour la justice climatique qui s'appuie à la fois sur la promotion des alternatives, qui relie les alternatives entre elles, qui crée du lien, qui montre déjà que le monde qu'on construit, il est plus juste, il est plus soutenable et il est plus solidaire. Donc c'est un monde qui est désirable beaucoup plus que celui dans lequel on vit actuellement. C'est accélérer le changement d'échelle des alternatives, puisqu'effectivement, là, il faut qu'on aille beaucoup plus vite que tout ce qui se passe actuellement. Et c'est continuer à résister et à ne plus coopérer aux projets climaticides. Nous avons tous un pouvoir extraordinaire, nous pouvons tous ensemble faire changer les choses. Et c'est le nombre de personnes engagées qui fera la différence et qui permettra d'atteindre un seuil critique de personnes qui seront là, qui seront prêtes à réagir aux accélérations de l'histoire,
à des événements qu'on ne peut pas encore prévoir mais qui vont arriver. Et ce jour-là, si on est prêt à réagir et à amener toute cette énergie qui sera dégagée dans le bon sens, dans le sens de la transition et d'un nouveau mode de vie, c'est là qu'on pourra relever le défi climatique. Et donc concrètement, si vous voulez vous engager dans les prochaines semaines, il y a le Tour Alternativa qui est en train d'être préparé, qui va passer partout en France, qui partira le 9 juin de Paris pour arriver à Bayonne le 6 octobre 2018. Une chose concrète que vous pouvez faire demain et qui sera très utile, vous savez qu'on négocie que Nicolas Hulot a fait une proposition de loi sur la fin des hydrocarbures. Il y a deux éléments qui sont manquants dans ce texte-là. Un élément juridique qui s'appelle le droit de suite qui n'est pas remis en cause, et deuxièmement on exige des amendements qui touchent également 99% de notre consommation d'énergie fossile qui n'est pas prise en compte par le projet de loi, c'est ce qu'on importe, et donc du coup nous menons bataille et on faisait un travail de plaidoyer auprès du Parlement avec un relatif succès pour l'instant, et donc du coup demain, dès ce soir vous avez la possibilité d'envoyer toute une série de courriers à vos députés en vous rendant notamment sur le site de 350.org où il y a un document qui vous explique comment intervenir à ce sujet. Merci. Donc 350.org pour les hydrocarbures, attaque ou alternativa, pardon, alternativa pour le tour, c'est alternativa.eu et tant qu'à faire le réseau Action Climat, c'est RAC. Réseauactionclimat.org et j'en profite aussi pour vous dire que cette année on lance des vlogs extraordinaires pendant la COP23, donc si vous voulez suivre les méandres de ce qui va se passer dans les négociations internationales, on va poster sur une base journalière ou tous les 2 jours des vidéos pour vous expliquer ce qui se passe pendant les négociations et pour que vous montrer vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ces questions-là et sur le reste. Ça c'est fin novembre, ça sera donc extraordinaire. Et donc tant qu'à faire, le 14 octobre, une soirée de solidarité avec les peuples amérindiens. Ça sera à Paris, à la salle Jean d'Anne. Voilà, merci à toutes et à tous d'être là. Merci à ceux qui nous ont écoutés par les voies internetiennes et radio, parce que c'était donc un débat en partenariat Alternativa, Reporter, le quotidien d'écologie et Radio Parleur. Et on va faire en sorte avec le camarade Martin Baudrero de Radio Parleur de le mettre en ligne aussi pour qu'on puisse le réécouter dans les jours qui viennent, puisque c'était passionnant. Dès lundi, vous voyez, c'est formidable. Merci à toutes et à tous, bonsoir. Voilà.